À quel moment décides-tu que tu as suffisamment essayé avec un évitant et qu'il est temps de partir? C'est une décision qui n'a pas de réponse facile. Il y a des jours où tu penses que ça en vaut totalement la peine. Il y a une connexion réelle, des moments d'intimité authentique, de l'amour dont tu sais qu'il existe. Et il y a des jours où tu penses que tu te détruis pour quelqu'un qui ne pourra jamais te donner ce dont tu as besoin. Ce n'est pas seulement une décision émotionnelle, c'est une évaluation honnête de ce que tu peux supporter, de ce qui change ou non, et du type de vie que tu veux avoir. Il ne s'agit pas de savoir si tu aimes la personne. Il s'agit de savoir si la relation possible avec cette personne te permet de vivre bien. La décision se complique parce qu'il y a de l'amour réel en jeu. S'il n'y avait pas d'amour, s'il n'y avait pas de connexion authentique, ce serait facile. Tu partirais. Mais il y a de l'amour. Il y a des moments où tout semble bien. Et ces moments te font te demander si les moments difficiles sont un prix raisonnable ou un signe que tu dois partir. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie réellement chaque option, les variables qui déterminent laquelle est correcte pour toi, et les critères pour évaluer ta situation spécifique. Si tu es à cette croisée des chemins en ce moment même, reste. Ce qui suit va t'aider à y voir plus clair et à prendre une décision. Commençons par ce que signifie réellement rester. Pas la version romantique où tout s'améliore finalement, la version réelle de ce que tu choisis quand tu décides de rester avec quelqu'un d'évitant. Rester signifie accepter que les cycles de proximité et de retrait vont continuer. Pas comme une phase temporaire que tu surmontes avec suffisamment de patience. Comme un schéma permanent de la façon dont fonctionne la relation. Il y aura des moments de connexion profonde suivis de retrait qui se sentent comme un abandon. Tu vas construire de l'intimité juste pour la voir s'interrompre sans prévenir. Ce cycle ne disparaît pas avec le temps. C'est la nature de la façon dont cette personne gère la proximité. Rester signifie aussi que tu n'auras jamais la certitude de permanence. Même dans les bons moments, même quand tout semble stable, il y a cette conscience en arrière-plan que le retrait peut arriver à tout moment. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Pas parce que la personne a cessé de t'aimer. Mais parce que son seuil de proximité a été atteint et qu'elle a besoin de distance pour se réguler. Cette incertitude constante fait partie de ce que tu choisis. Cela signifie également que tu vas porter un poids disproportionné du travail émotionnel de la relation. Tu seras celui qui initie les conversations difficiles. Tu seras celui qui fait l'effort de maintenir la connexion. Tu seras celui qui gère l'anxiété des retraits sans beaucoup de soutien de l'autre personne pendant ces retraits. Il peut y avoir des moments où elle fait aussi des efforts, mais la répartition ne sera jamais équitable parce que sa façon de gérer le stress relationnel est de se retirer, pas de se rapprocher. Rester exige que tu développes un niveau très élevé de sécurité intérieure. Parce que tu ne peux pas dépendre de la relation pour te donner cette sécurité. Tu as besoin d'être capable d'aller bien, même quand elle est distante. Tu as besoin d'avoir une vie suffisamment riche pour que les retraits ne te détruisent pas. Tu as besoin d'une estime de toi qui ne s'effondre pas chaque fois qu'elle s'éloigne. Cette sécurité intérieure peut se développer, mais c'est un travail constant. Ce n'est pas quelque chose que tu accomplis une fois et puis c'est réglé. C'est un entretien continu. Cela signifie aussi qu'il y a des limites claires à la profondeur que peut atteindre la relation. Les conversations sur l'avenir peuvent générer un retrait. Les projets d'engagement plus grands peuvent activer son anxiété. Augmenter le niveau d'intimité au-delà d'un certain point peut déclencher son besoin de distance. Alors rester, c'est choisir une relation qui peut être profonde dans certaines limites, mais qui ne va probablement pas évoluer au-delà de ces limites sans un travail thérapeutique actif de sa part. Ces limites se manifestent de façon spécifique que tu vas rencontrer constamment. Les conversations sur emménager ensemble peuvent rester coincées dans un cycle indéfini de « ce n'est pas encore le moment ». Les projets de mariage peuvent générer une anxiété qui les rend distants pendant des semaines. Parler d'avoir des enfants peut les amener à éviter complètement le sujet ou à donner des réponses vagues sans engagement. Ce ne sont pas des limites théoriques, ce sont des réalités pratiques qui vont affecter des décisions concrètes sur la façon dont tu vis ta vie. Tu vas aussi rencontrer des limites dans la vulnérabilité émotionnelle qu'ils peuvent soutenir. Tu peux avoir une conversation profonde sur les peurs ou les blessures, et le lendemain, ils agissent comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, pas parce que ça ne leur importait pas,
mais parce que ce niveau d'intimité émotionnelle les a submergés et qu'ils ont besoin de créer une distance par rapport à cela. Tu vas partager des choses importantes sur toi et tu ne vas pas recevoir le même niveau d'ouverture en retour, pas parce qu'ils ne te font pas confiance, mais parce que partager ainsi leur semble trop vulnérable. Au quotidien, rester signifie ajuster constamment tes attentes de disponibilité. Tu veux peut-être passer le week-end ensemble, mais elle a besoin d'une journée seule pour récupérer son espace. Tu veux peut-être parler tous les jours, mais elle a besoin de jours de silence. Tu veux peut-être un soutien émotionnel quand tu as une journée difficile, mais justement ce jour-là, elle est en mode distant et ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Tu apprends à ne pas dépendre d'elle pour certains besoins parce que tu sais qu'elle ne pourra pas toujours répondre. Rester implique aussi de naviguer les opinions des personnes proches de toi qui voient ta souffrance. Tes amis vont se fatiguer de t'entendre parler des mêmes problèmes de façon répétée. Ta famille va s'inquiéter pour toi. Tu vas devoir expliquer encore et encore pourquoi tu restes dans cette relation. Et il y aura des moments où toi-même tu n'auras pas de réponse claire. Cette usure sociale est réelle. Certaines amitiés peuvent s'affaiblir parce qu'elles se fatiguent de te voir souffrir sans faire le changement qu'elles considèrent évident. Si la personne fait ce travail thérapeutique, si elle est consciente de son schéma et travaille activement à élargir sa capacité, alors rester à un fondement différent. Il y a encore des cycles, il y a encore des défis, mais il y a aussi un progrès observable. Les retraits deviennent moins fréquents avec le temps. La communication sur les besoins s'améliore. Il y a un mouvement vers une plus grande réciprocité. Dans ce scénario, rester, c'est parier sur un processus de croissance dont tu vois des preuves réelles qu'il se produit. Mais s'il n'y a pas de travail actif, s'il n'y a pas de conscience du schéma, s'il n'y a ni thérapie ni effort soutenu de changement, alors rester, c'est choisir exactement ce qui existe maintenant comme réalité permanente. Il n'y a aucune raison d'espérer que ça s'améliore. Ce que tu vois est ce qu'il y a. La question alors n'est pas de savoir si tu peux tolérer cela temporairement pendant que ça s'améliore. C'est de savoir si tu peux vivre avec cela indéfiniment sans perdre ton bien-être. Rester signifie aussi que tu vas faire face au jugement de personnes qui ne comprennent pas. Amis et familles vont questionner pourquoi tu restes dans une relation qui te cause clairement de la douleur. Ils vont suggérer que tu mérites mieux. Ils vont se frustrer quand ils voient que tu souffres et que tu ne pars pas. Ce jugement externe peut être difficile à gérer, surtout quand toi-même tu as des doutes. Tu as besoin d'une clarté intérieure très forte sur pourquoi tu choisis de rester pour pouvoir soutenir cette décision contre la pression externe. Maintenant, regarde ce que signifie réellement partir. Pas la version dramatique où tout est tragédie. La version réelle de ce que tu choisis quand tu décides que tu ne peux plus continuer dans cette relation. Partir signifie accepter la douleur de perdre une connexion avec quelqu'un que tu aimes. Parce que l'amour ne disparaît pas simplement parce que tu as décidé de partir. Tu vas regretter les bons moments. Tu vas te rappeler les raisons pour lesquelles tu es resté si longtemps. Tu vas avoir des moments de doute où tu te demandes si tu as pris la bonne décision. Cette douleur est inévitable. Ce n'est pas un signe que tu as commis une erreur. C'est le coût naturel de laisser quelque chose qui avait une valeur réelle. Partir signifie aussi faire face à l'incertitude de savoir si tu vas trouver quelque chose de mieux. Il y a la peur que peut-être c'était la meilleure connexion que tu allais avoir, que personne d'autre ne va te comprendre de la même façon, que tu as commis une erreur en laissant partir quelque chose d'imparfait mais réel pour un fantasme de perfection qui n'existe pas. Cette incertitude fait partie de toute rupture. Il n'y a aucune garantie que ce qui vient après sera meilleur. Ce qu'il y a, c'est la garantie que ce que tu avais n'était pas soutenable pour ton bien-être. Cela signifie également traverser une période d'adaptation où ta vie se sent vide sans cette personne. Même si la relation était difficile, elle était familière. Il y avait des routines, il y avait du contact, il y avait quelqu'un qui comptait. Quand tu pars, cet espace reste vide initialement. Avant que tu puisses le remplir avec d'autres choses, il y a une période où l'absence fait simplement mal. Cette période peut durer des semaines ou des mois. Elle fait partie du processus. Ce n'est pas un signe que tu devrais revenir. Partir exige que tu résistes à l'impulsion de revenir quand ils te cherchent après. Parce qu'il est probable qu'ils te cherchent. L'absence peut activer leur peur de la perte d'une façon que ta présence n'activait jamais leur désir de proximité. Ils vont apparaître avec exactement ce que tu attendais pendant que tu étais dans la relation. Attention. Initiative. Les mots que tu veux entendre.
et tu vas devoir décider si c'est un changement réel ou une réaction temporaire à te perdre qui va disparaître une fois que tu reviendras. Cela signifie aussi que tu vas devoir reconstruire ton identité en dehors de cette relation. Si tu as passé beaucoup de temps avec cette personne, une partie de la façon dont tu te vois toi-même est probablement liée au fait d'être son partenaire. Partir signifie redécouvrir qui tu es indépendamment de cette relation. Ce que tu veux, ce que tu aimes, comment tu utilises ton temps. Cette reconstruction peut être libératrice mais aussi désorientante. Partir peut signifier la solitude avant que tu trouves une nouvelle connexion. Il n'y a pas de délai garanti pour quand tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être des mois, ça peut être des années. Pendant ce temps, tu es seul. Si ta peur de la solitude est ce qui te maintenait dans la relation, cette peur va être testée directement. Tu vas devoir apprendre à aller bien sans partenaire romantique. Cette capacité est précieuse indépendamment de si tu décides éventuellement de chercher une autre relation. Le processus de partir a des étapes prévisibles. Les premières semaines sont généralement les plus difficiles. Il y a une impulsion constante de contacter. Il y a la tentation de vérifier ses réseaux sociaux. Il y a des moments où tu reviens presque parce que la douleur de l'absence se sent insupportable. Cette phase exige une discipline active. Tu as besoin du soutien d'amis. Tu as besoin de rester occupé. Tu as besoin de te rappeler constamment pourquoi tu as pris cette décision. Après les premières semaines, il y a généralement une phase de soulagement mélangée à de la tristesse. Tu commences à remarquer que tu ne vis pas dans une anxiété constante sur quand vient le prochain retrait. Tu dors mieux, ton esprit est plus clair. Mais il y a aussi des vagues de tristesse quand tu te souviens de bons moments ou quand quelque chose te fait penser à la personne. Cette phase peut durer des mois. C'est normal. Ça ne signifie pas que tu as commis une erreur. Ça signifie que tu traites une perte réelle. Finalement, tu arrives à une phase où tu penses à la personne moins fréquemment. Quand tu penses à elle, il y a moins de charge émotionnelle. Tu peux te souvenir du bon sans que ça te donne envie de revenir. Tu peux reconnaître le difficile sans que ça te rende amer. Cette phase est un signe que tu guéris. Mais y arriver peut prendre 6 mois, 1 an, parfois plus, selon combien de temps tu as été dans la relation. Pendant tout ce processus, tu vas avoir des moments de faiblesse où tu contactes presque. Tu vas voir quelque chose qui te rappelle elle et tu vas vouloir le partager. Tu vas avoir une mauvaise journée et tu vas vouloir son réconfort. Ces moments ne signifient pas que la décision était incorrecte. Ils signifient que tu es humain. La clé est de ne pas agir sur ces impulsions, les laisser passer, contacter un ami au lieu d'elle, écrire ce que tu veux dire dans les notes de ton téléphone sans envoyer. Si tu pars, tu as aussi besoin de faire le travail de ne pas répéter le même schéma. Parce que si l'attachement évitant t'attire, s'il y a quelque chose dans cette dynamique qui semble familier ou que tu en viens à chercher inconsciemment, il y a un risque que ta prochaine relation réplique la même dynamique. Partir ne suffit pas. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a attiré vers ce schéma et ce que tu as besoin de changer en toi pour ne pas le chercher à nouveau. Partir peut apporter un soulagement significatif. Soulagement de ne pas vivre dans une anxiété constante sur quand vient le prochain retrait. Soulagement de ne pas faire tout le travail émotionnel de la relation. Soulagement de ne pas adapter constamment ton comportement pour ne pas activer son besoin de distance. Ce soulagement peut être si fort que tu te rends compte de combien de poids tu portais que tu ne reconnaissais pas pendant que tu étais dans la relation. Alors les deux options ont un coût. Rester à un coût émotionnel continue de naviguer les cycles et les limitations. Partir à un coût émotionnel de perdre la connexion et de faire face à l'incertitude. Il n'y a pas d'option sans douleur. La question n'est pas quelle option fait moins mal, c'est avec quelle douleur tu peux mieux vivre. Il y a des variables spécifiques qui déterminent quelle option est correcte pour toi. Elles ne sont pas les mêmes pour tous. Elles dépendent de ta situation particulière, de ta capacité actuelle et de ce qui se passe dans la relation. Première variable, s'il y a un travail actif de changement de la part de l'évitant. S'il est en thérapie, s'il y a une conscience du schéma, si tu vois un progrès réel dans sa capacité à gérer l'intimité, alors rester à un fondement différent. Tu paries sur une trajectoire qui bouge, pas sur une situation statique. Mais le progrès doit être observable. Il ne suffit pas qu'il dise qu'il veut changer. Tu as besoin de voir des actions cohérentes. Assister à la thérapie, mettre en œuvre de nouvelles stratégies de communication, rester dans les conversations difficiles au lieu de se retirer, des retraits qui deviennent moins fréquents avec le temps.
Deuxième variable, ta propre capacité à gérer l'incertitude sans t'effondrer. Certaines personnes ont une résilience émotionnelle élevée. Elles peuvent gérer les cycles sans que leur estime de soi s'érode. Elles peuvent donner de l'espace pendant les retraits sans interpréter cela comme un rejet personnel. Elles peuvent profiter de la proximité quand elle est disponible sans désespérer quand elle ne l'est pas. Si tu as cette capacité, rester est plus viable. Si tu ne l'as pas, si chaque retrait te détruit, si ton anxiété sur la relation est constante et débilitante, alors rester coûte trop cher. Troisième variable, combien de temps s'est écoulé sans changement significatif? Si tu es dans cette relation depuis 6 mois et que tu vois ces schémas, il y a moins d'histoires investies, c'est plus facile de partir. Si tu es là depuis 5 ans et que les schémas sont exactement les mêmes qu'au début, ça te dit quelque chose sur la probabilité de changement. Si tu es là depuis 5 ans et que tu vois un progrès réel bien que lent, ça te dit quelque chose de différent. Le temps compte non pas comme raison de rester parce que tu as tant investi, mais comme information sur les schémas et les trajectoires. Quatrième variable, s'il y a d'autres domaines de ta vie qui fonctionnent bien. Si tu as un travail satisfaisant, des amitiés fortes, une famille de soutien, des passe-temps que tu apprécies, alors tu peux supporter une relation imparfaite mieux que si la relation est ta seule source de satisfaction. Rester avec un évitant exige que la relation ne soit pas le centre complet de ta vie. Si d'autres domaines sont faibles, la relation va devoir porter un poids qu'elle ne peut pas porter. Et cela va rendre le coût insoutenable. Cinquième variable, ton âge et tes objectifs pour l'avenir. Si tu as 30 ans et que tu veux avoir des enfants et construire une famille, et que cette personne ne peut pas s'engager à ce niveau, alors le coût d'opportunité de rester est élevé. Tu utilises des années où tu pourrais construire ce que tu veux avec quelqu'un d'autre. Si tu as 50 ans et que tes priorités sont différentes, si tu ne cherches pas un engagement traditionnel, alors les limites de la relation peuvent être moins problématiques. Sixième variable, ta santé mentale actuelle. Si tu arrives à un point où tu développes une anxiété clinique, où ton sommeil est affecté, où ta capacité à fonctionner au travail ou avec des amis est compromise, alors le coût de rester excède ce qui est raisonnable. La relation ne doit pas détruire ta santé mentale. Si c'est le cas, tu as besoin de partir non pas comme punition pour elle, mais comme protection pour toi. Septième variable, schéma d'amélioration contre détérioration. Certaines relations avec des évitants deviennent plus stables avec le temps, surtout si les deux personnes travaillent sur leurs propres attachements. D'autres se détériorent parce que l'usure accumulée érode la connexion. Regarde la trajectoire. S'il y a 2 ans vous aviez des retraits tous les 2 mois et maintenant c'est toutes les 2 semaines, c'est une détérioration. S'il y a 2 ans c'était toutes les semaines et maintenant c'est tous les 2 mois, c'est une amélioration. La direction du changement compte plus que l'état actuel. Huitième variable, niveau de réciprocité dans l'effort. Pas seulement dans les bons moments, mais en général. La personne fait-elle un effort pour comprendre ton expérience? Reconnaît-elle quand son retrait t'a affecté? Essaie-t-elle de communiquer quand elle a besoin d'espace au lieu de simplement disparaître? Fait-elle des projets? Initie-t-elle le contact? Si tout l'effort vient constamment de ton côté, c'est une information sur si la relation a suffisamment d'équilibre pour être soutenable. Neuvième variable, s'il y a des addictions ou des problèmes de santé mentale non traités. L'attachement évitant est suffisamment difficile en soi. S'il y a en plus de l'alcoolisme, une addiction aux substances, une dépression sévère non traitée ou d'autres problèmes de santé mentale, la complexité se multiplie. Dans ces cas, rester peut signifier que tu gères plusieurs problèmes simultanément, et le coût peut être trop élevé. Dixième variable, comment ils gèrent le conflit quand il survient? Peuvent-ils avoir un désaccord sans disparaître pendant des jours? Peuvent-ils réparer après une dispute, où chaque conflit résulte en un retrait qui prend des semaines à résoudre? La capacité à gérer le conflit est essentielle pour toute relation à long terme. S'ils ne peuvent pas faire cela, la relation a une limite sévère dans sa profondeur possible. Onzième variable, si tu sens que tu te perds toi-même, si tu as tellement adapté ton comportement pour accommoder ces limitations que tu ne reconnais plus qui tu es, si tu as abandonné tes propres besoins, si tu vis en mode de survie constant en essayant de ne pas activer son retrait, alors tu as franchi la ligne où le coût est trop élevé. Rester ne doit pas exiger que tu cesses d'être toi. Il y a des signes concrets qui te disent que partir est probablement la bonne décision. Si ton corps répond avec des symptômes physiques,
insomnie chronique, problèmes digestifs, maux de tête fréquents, ce sont des messages que le stress de la relation excède ce que ton système peut gérer. Si tu as perdu l'intérêt pour des choses que tu appréciais avant parce que toute ton énergie est consumée à naviguer la relation. Si tes amis proches expriment une préoccupation constante sur comment tu as l'air ou comment tu fonctionnes. Si tu as mis ta vie en pause en attendant que la relation se stabilise et que des mois ou des années sont passés sans cette stabilisation. Si l'idée de vivre ainsi 5 ans de plus te génère un désespoir immédiat, si tu as établi des limites plusieurs fois et que la personne les franchit constamment sans conséquence réelle de changement, si tu te retrouves à justifier ou défendre la relation constamment, plus à toi-même qu'aux autres, ces signes sont ton système qui te dit que le coût est trop élevé. Il y a aussi des signes qui indiquent que rester à un fondement solide, si tu vois un progrès mesurable bien que lent dans la capacité de la personne à gérer l'intimité, s'ils peuvent avoir des conversations méta sur leur schéma sans disparaître après. Si quand tu t'exprimes sur comment leur retrait t'affecte, il y a un effort authentique de faire quelque chose de différent la prochaine fois, même si ce n'est pas parfait. Si tu maintiens ta vie en dehors de la relation et que cette vie est satisfaisante, pas seulement une stratégie de survie. Si tes périodes de bien-être sont plus longues que tes périodes d'angoisse. Si la personne est activement en thérapie et que vous partagez des conversations sur ce qu'elle apprend. Si tu peux imaginer vivre avec ces cycles pendant des années sans sentir que tu te perds. Si ta santé mentale est stable ou s'améliore, pas en train d'empirer, s'il y a une réciprocité réelle dans l'effort, pas seulement dans les sentiments. Pour évaluer ta situation spécifique, tu as besoin de te poser des questions honnêtes. Pas les réponses que tu veux donner. Les vraies réponses. Y a-t-il un progrès réel dans la dernière année? Pas des bons moments qui ont toujours existé. Un progrès mesurable dans la capacité de la personne à gérer l'intimité, dans la fréquence des retraits, dans la qualité de la communication. Si tu ne peux pas identifier un progrès spécifique, c'est une information. Peux-tu imaginer vivre exactement comme ça pendant les 5 prochaines années? Pas la version améliorée que tu espères, la version exacte de commencer maintenant. Si cette image te remplit de désespoir, tu ne devrais pas rester en attendant un changement qui n'a pas de preuve d'être en train de se produire. As-tu une vie en dehors de cette relation qui te satisfait? Des amis que tu vois régulièrement? Des activités que tu apprécies? Des objectifs que tu poursuis? Si la relation consomme toute ton énergie émotionnelle et qu'il ne reste rien pour le reste de ta vie, ce n'est pas soutenable. La personne reconnaît-elle le schéma et fait-elle un travail actif pour changer? Thérapie, livre, conversations honnêtes sur son attachement, effort visible de rester quand son impulsion est de se retirer. S'il n'y a aucune de ces choses, il n'y a aucune raison d'espérer un changement. Ta santé mentale est-elle meilleure ou pire qu'il y a 1 an? Si elle est pire, si tu as développé une anxiété que tu n'avais pas, si ton estime de toi est plus basse, si tu dors moins bien, alors le coût excède ce qui est raisonnable. Restes-tu par amour ou par peur? L'amour pour la personne et pour la connexion est une raison valide si les autres variables s'alignent. La peur d'être seul, la peur de ne pas trouver quelque chose de mieux, la peur d'avoir investi tant de temps pour rien, ce sont des raisons qui vont te mener au ressentiment éventuel. As-tu la capacité de gérer une autre année de cela sans t'effondrer? Pas une tolérance forcée, une capacité réelle. Si la réponse est non, alors tu as besoin de partir maintenant, pas après une autre année d'usure. Les réponses à ces questions te donnent une clarté que les émotions du moment ne peuvent pas te donner. Parce que les émotions fluctuent avec les cycles. Dans un moment de proximité, tout semble gérable. Dans un moment de retrait, tout semble impossible. Les réponses à ces questions sont plus stables parce qu'elles sont basées sur des schémas à travers le temps, pas sur des sentiments du moment. Il n'y a pas de réponse universellement correcte. Il y a des personnes qui choisissent de rester et construisent une vie satisfaisante, surtout quand il y a un travail actif de changement et quand elles ont la résilience pour gérer les défis. Il y a des personnes qui choisissent de partir et trouvent un soulagement et éventuellement une connexion plus saine. Les 2 décisions peuvent être correctes selon les variables spécifiques de ta situation. Ce qui n'est pas correct, c'est de rester par inertie, sans évaluation honnête de si c'est soutenable. Ce qui n'est pas correct, c'est de rester pendant que tu te détruis, en attendant un changement qui n'a pas de preuve d'être en train de se produire. Ce qui n'est pas correct, c'est de partir sans comprendre ce qui t'a attiré vers ce schéma, parce que tu vas le répéter. Ce qui n'est pas correct,
c'est de rester ou partir en te basant seulement sur un moment émotionnel, sans considérer les schémas à long terme. La décision doit venir d'une évaluation claire de la réalité, pas de l'espoir de ce qui pourrait être, ni de la peur de ce qui pourrait ne pas être. Réalité de ce qui se passe maintenant. Réalité de la trajectoire de changement ou du manque de changement. Réalité de ta capacité actuelle. Réalité du coût que tu paies. Réalité de si ce coût est soutenable sans te perdre. Si tu décides de rester, fais-le consciemment. Pas parce que tu es piégé. Pas parce que tu as investi beaucoup de temps. Pas parce que tu as peur des alternatives. Mais parce que tu as évalué honnêtement et décidé qu'avec les outils que tu as, avec le progrès que tu vois, avec ta capacité actuelle, tu peux naviguer cette relation sans te détruire. Et établis des limites claires de ce qui devrait changer pour que tu continues de rester. Pas des limites vagues, des limites spécifiques avec un calendrier spécifique. Si tu décides de partir, fais-le proprement. Pas comme une menace pour voir s'il change, pas en laissant une porte ouverte pour revenir facilement, mais comme une décision finale basée sur le fait que tu as évalué et déterminé que le coût est trop élevé pour ce que tu reçois en retour. Et engage-toi à faire le travail de comprendre ta part dans ce schéma pour ne pas le répéter. La seule décision incorrecte est de ne pas décider. Rester à moitié, toujours avec un pied dehors, vivant dans un limbe où tu n'es pas totalement engagé, mais tu ne pars pas non plus. Ce limbe est là où tu te perds le plus, parce que tu ne construis rien dans la relation, ni ne construis de vie en dehors d'elle. Tu es suspendu en attendant que quelque chose d'externe change pour que tu n'aies pas à prendre une décision difficile. Prends la décision. Rester ou partir. Les deux sont valides. Les deux ont un coût. Choisis celle avec laquelle tu peux mieux vivre en sachant que tu as choisi consciemment en te basant sur une évaluation honnête de la réalité, pas sur l'espoir ou la peur. C'est la seule façon de prendre cette décision sans regret qui te poursuive. Si cette vidéo t'a donné de la clarté sur cette décision, laisse-moi en commentaire. Es-tu resté ou es-tu parti? Quelles variables ont pesé le plus dans ta décision? Ton expérience peut aider d'autres à la même croisée des chemins. Mets un like si ça t'a aidé à y voir plus clair. Et abonne-toi parce que nous allons continuer à explorer comment naviguer l'attachement évitant d'une façon qui te protège sans te perdre. Merci d'avoir regardé.